Donc, bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 27 avec l'équipe réduite de Coach Live avec Imed Ama, le coach de Bobigny, National 2. Bonjour Imed. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc l'invité, on passe le bonsoir à Manu et à Sébastien. L'invité de ce soir, c'est Abdou Adani. Donc bonjour Abdou. Bonsoir. Donc, Abdou est donc au club de Sedan, un club qui était en professionnel il n'y a pas si longtemps, qui a fait de belles saisons en Ligue 1. Le club actuellement est donc responsable de la formation et aussi de la partie futsal et foot féminin. Donc, il a d'autres casquettes. Donc, ce soir, il est invité surtout sur la partie formation. Il va nous raconter donc son parcours, comment il s'est construit et ce qu'il fait aujourd'hui dans son rôle de formateur. Donc Abdou, je te laisse l'antenne. Je passe juste un petit message pour les internautes. Donc merci de nous suivre. Alors c'est vrai qu'on a réduit le rythme des vidéos parce que l'équipe Coach Live, il y a des coachs qui sont en fonction et donc c'est plus difficile. Alors pour l'instant, on essaye d'en faire une tous les 15 jours. Donc, on espère retrouver un rythme quand il y aura des passages vides ou des vacances. Donc, Abdou, à toi, on te laisse le micro et puis on interviendra avec Imed pour te poser des questions. Merci Philippe, merci déjà pour l'invitation. C'est un honneur et donc je vais essayer de répondre aux questions et essayer d'animer cette émission. On est avec toi, on va l'animer ensemble, t'inquiète pas. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est Abdou Adani, né le 30-12-1968 à Sidi Bel Abbès. C'est une ville, l'ouest algérien, pas très loin d'Oran. J'ai connu 2 clubs, pas plus, dans toute ma carrière, du plus jeune âge jusqu'à la retraite. Et bon, c'est ce qui a forgé un petit peu, peut-être, je ne sais pas si c'était un bien ou un mal, mais j'ai eu cet amour de club et que là maintenant, même en étant coach, j'ai fait 4 clubs depuis que je suis coach. Donc, rarement où je passe par un club où je reste 1 an ou 2 ans. C'est très, très rare parce que j'ai eu cette culture-là d'être fidèle au club où je suis. Donc, voilà, mes 2 clubs, c'était le MCBA et l'USM Belabès, un club très connu en Algérie, qui a eu 2 fois la Coupe d'Algérie, etc. J'ai fait toutes mes formations. Dans le temps, la formation n'était pas comme là parce que la décennie noire en Algérie a détérioré la formation en Algérie. Dans le temps, par exemple, ce club-là, on avait ce qu'on appelait le village américain. C'était les Américains qui avaient construit un village pour construire la plus grande société électronique en Afrique. Et donc, ce village-là, il y avait tous les moyens, les terrains, tout équipé, des bungalows, sorte d'un grand hôtel avec les terrains. Ils nous ont offert ça avant de partir. Et le club, on a eu notre propre centre, c'était notre propre centre de formation et on vivait comme des joueurs, même s'il n'y avait pas le côté professionnel dans le temps, on était tous presque des amateurs ou semi-professionnels, mais on avait notre propre appartement, il y avait notre propre restaurant, nos bus, on vivait comme des professionnels. L'entraînement, vous avez utilisé les installations qui ont été mises en place et quand il y a eu le départ, ils vous ont laissé les installations et vous avez utilisé ça pour uniquement faire du foot ou il y avait un peu plus Non, uniquement le foot. Et comme il n'y avait pas le statut professionnel dans le temps, donc moi, je me suis consacré aussi parce que j'avais un objectif, c'était mes diplômes. Je ne parle pas de diplôme coach, mais c'était ma scolarité. Ouais. Et comme notre propriétaire, c'était Eni, dans le temps, elle s'appelait Sonelec, cette entreprise-là nous a mis à disposition ces installations-là. Et à chaque fois que, par exemple, moi, quand je suis devenu ingénieur d'État en électronique, parce que je faisais aussi ma scolarité, l'université à côté, les déplacements, les entraînements, c'est pour ça que je n'ai pas bougé du tout du même club. Ça m'a permis d'avoir une fonction, même si je n'avais pas le poste, mais j'étais payé pour le poste, mais j'étais joueur, c'est tout. Mon rôle, c'était, comment on peut dire ça, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays comme ça, mais en Algérie, ça se passait comme ça. On avait le poste, on était payé pour, mais on était joueur de football avant tout. Ouais, c'est un peu comme la Sonatrach avec le Mouloudia d'Alger. Voilà. Donc, j'ai jamais vu mon poste, j'ai jamais connu les gens qui travaillaient avec moi. Mon seul poste, c'était l'entraînement, le terrain, la maison, pas plus.
Voilà. Donc là, tu dis que tu as fait ça, t'as fait ça au club là-bas, mais donc il n'y avait pas de système de formation. Donc les entraîneurs que tu avais, c'était des entraîneurs. Comment ils faisaient alors? Ils Non, faisaient non, des les entraîneurs, entraînements. pareil, étaient salariés. Ils étaient Mais affiliés. est-ce que les entraînements, je veux dire, étaient hyper structurés ou c'était aussi Si, un si, peu. si. Les entraînements étaient hyper structurés. On avait du bi-quotidien. Des fois, la préparation, on faisait du tri quotidien. On partait en stage. Tout, tout, tout. J'ai D'accord. l'impression qu'on est revenu en Algérie 30 ans en arrière. Ouais, Tout c'est ça, ça. nous, on l'a vécu. Et là, maintenant, des fois, quand on parle aux jeunes là-bas, on leur dit comment on a vécu, nous, la période où de notre formation. C'est pas pareil du tout. Là, maintenant, la plupart du temps, les joueurs algériens, les pauvres, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de suivi. Il y a pas... Alors que nous, tout était carré. Tout. Ouais. Ouais, mais Et alors, quand tu dis malheureusement, tout, c'était ton club qui était carré. Est-ce que les autres clubs avaient ce genre de. Ouais, oui, c'était à peu près le même ouais, fonctionnement. Oui, quand même. Ah, d'accord, ok. ouais, ouais. C'était le même fonctionnement. Je ne sais pas après dans la gestion comment on est Oui, passé oui. d'un semi-professionnel qui était meilleur que le professionnel, alors que là maintenant on appelle ça professionnel en Algérie, qui n'a rien à voir avec le professionnalisme. Parce qu'on Ouais. avait un suivi, on avait des coachs qui étaient derrière nous, on avait des staffs, on avait tout, 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 tout pour Alors, pourquoi vivre tu dis comme que des c'est joueurs moins professionnels. professionnel? Pourquoi tu dis que c'est moins professionnel? Parce que là, maintenant, les coachs, par exemple, sont livrés à eux-mêmes. Mais je le Par sais, je manque de côtoie moyens, beaucoup. tu penses? C'est quoi? C'est le manque de moyens ou Non, au c'est Non, contraire, non, l'investissement? non, au contraire, il y a plus de moyens maintenant qu'à l'époque. ouais, c'est Et donc alors, si c'est pas les moyens qui manquent, c'est quoi qui fait c'est que la c'est gestion. moins C'est la performant? gestion qui est catastrophique. Quand je dis gestion, gestion de club, il y Ouais, a D'accord. beaucoup de tensions, il y L'organisation, a, en fait, voilà. est pas bonne, quoi. Ok. On s'attarde plus sur la formation, on cherche toujours le jour au jour, on veut juste faire plaisir au public. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il va falloir un jour ou un autre mettre tout ça à plat. La formation maintenant, peu importe peu. Moi, je me souviens, par exemple, l'USM Belabès où on était, notre école de foot, elle était énorme. Là maintenant, les clubs professionnels, je peux vous garantir que sur les 50 clubs peut-être professionnels, il y a 12 qui ont une école de foot. ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, rien n'est Ils fait misent pas sur ça. Ils misent pas sur ça. du tout parce qu'ils ont trouvé l'astuce que c'est les petites associations qui font ça à leur façon, dans leur petit club, etc. Ouais. Et maintenant, c'est surtout une course à qui peut avoir le plus cher, le plus près, et on passe à côté de la formation. Même si Belabès est toujours resté un club formateur, parce que Forme. chaque année, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui partent de l'USM Belabès pour d'autres clubs professionnels. Bah, le dernier en Et, date, c'est Zouari, je crois, qui a signé à l'USMAC pour Voilà. Ouais, joueur. ouais. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que, mis à part le Paradou qui a une structure, Structure, ouais. voilà, c'est parce que son président, qui est maintenant président de la Fédé, a construit réellement un centre de Un formation. système. Ouais. Voilà. Le reste c'est encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, sachant que ce qu'il faut savoir, Philippe, c'est qu'en termes de potentiel joueur, c'est énorme ce qu'il y a oui, en mais je me Algérie. doute, Chez les c'est jeunes, sûr. c'est Mais énorme. oui. C'est énorme. Tu as des garçons, t'as des joueurs enfin, dans tous les coins de rue, tu as des joueurs qui ont Oui, des oui, c'est sûr. potentiels énormes. Et c'est un manque de structure. Ouais, c'est C'est ça, ça c'est le problématique. l'organisation peut-être C'est ça. à mettre en place et à structurer qui C'est ça. manque ou qui n'y est plus. Et ouais, c'est dommage, parce que c'est vrai que là, potentiellement, là-bas, on sait très bien que les joueurs, là, on sait très bien les qualités qu'ils ont. Ouais. Dommage de ne pas exploiter ça, quoi. Ouais. Et le souci, c'est que tout s'est détérioré, même les terrains. Hein. Même si là, maintenant, avec le nouveau président de la fédération et ceux qui sont passés avant, bon, il y a eu beaucoup de terrains qui ont été construits, de gros stades. Mais malheureusement, moi, j'ai vu en 10 ans de temps, peut-être une vingtaine de terrains en herbe qui sont passés en synthétique. C'est pas ça. Pourquoi? Ouais, et c'est devenu une catastrophe question terrain. Ça fait 2 ans, j'étais parti pour assister avec le coach dans le temps de l'USM Blabès à une présélection de joueurs du CRU et j'étais étonné qu'il y avait 70 joueurs sur un demi-terrain. Et j'en revenais pas. Quand je lui avais demandé, il m'a dit, voilà, l'autre association, un club professionnel, hein, je Oui, parle d'un oui. club professionnel. Ouais, Il c'est m'a ça. dit, l'autre association a le même créneau que nous, elle a droit à une moitié de terrain. Et je lui avais dit, c'est pas possible, comment vous Et ça pouvez parle pas. travailler Hein. ça? Ah ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Et donc, c'est c'est cette façon de s'organiser ou de remettre tout à plat pour repartir qui va falloir y passer pour exploiter le potentiel des joueurs algériens. Parce que quand Oui. il m'avait dit qu'il y a de gros potentiels là-bas,
C'est vraiment immense parce que quand on fait le tour des terrains, les joueurs qui ne sont pas accompagnés, etc. Et à chaque coin de rue, on peut avoir une équipe. Malheureusement, tout est mal organisé, malheureusement, ce n'est pas structuré, malheureusement, on ne se donne pas les moyens et on subit beaucoup par rapport au public. La vérité, c'est que souvent, la plupart du temps, dans les clubs là-bas, l'équipe rentrante, c'est le public qui l'a fait. Et c'est malheureux. C'est un des points négatifs, je pense, du football algérien. C'est la rue qui gère le football. Ouais. Ah ouais. Et alors, pour finaliser sur ton côté à toi, tu as joué à quel niveau là-bas? Tu as réussi à aller jusqu'à quel niveau? J'étais même international jeune. J'ai fait une Coupe du Monde futsal parce que dans le temps, il y avait une structure du futsal à l'université qui était vraiment énorme. Là, maintenant, elle n'existe plus. Déjà à l'époque? Oui, à l'époque. Et ça m'a permis de faire une Coupe du Monde, c'était à Chypre en 94. J'ai joué quelques matchs en Ligue 1. J'ai été réserviste après en junior, on me dit ça, ouais. C'était le junior dans le temps, avec l'équipe nationale et tout. Et malheureusement, après, c'était les études. Je suis revenu au deuxième club. Puis, je faisais le yo-yo entre mon premier club et mon deuxième club, toujours dans la même ville. Ouais. Tu jouais quoi comme poste? Je jouais arrière-gauche et demi-défensif. Et pour raconter une anecdote, mon premier match senior, je l'attendais depuis des années, j'avais 18 ans. Et le coach, il me dit, prépare-toi cette semaine, tu vas jouer en première. Donc, on m'a pris. J'ai fait toute la semaine comme étant arrière-gauche. Et la veille de match, sur la liste, j'étais arrière-droit alors que je n'avais pas de pied droit du tout. Et donc, je n'avais pas dormi pendant 2 ou 3 jours en pensant au match. Et c'est ce que je dis des fois à mes joueurs, attendez-vous, quand vous passez senior, ce n'est pas le poste que vous allez toujours rêver de jouer dessus, c'est le poste qu'on va vous attribuer parce que, et démerdez-vous après. Mais ça ne m'a pas empêché de travailler des mois et des mois, le pied droit, etc. Oui, tu t'es adapté. Fait... Ah ben oui, et dans les entraîneurs que tu as eus, est-ce que dans les entraîneurs que tu as eus, même si peut-être on ne les connaît pas, est-ce que tu as des entraîneurs qui t'ont marqué par rapport à des choses qu'ils faisaient ou des façons de faire ou la façon. Comme il y avait presque la même école de formation en Algérie pour les entraîneurs dans le temps, il y avait un entraîneur qui était venu d'Hongrie, Geza, et j'ai appris avec lui beaucoup de choses parce que c'était la rigueur, c'était les choses carrées, la préparation physique, on a découvert autre chose parce que, souvenez-vous, dans le temps, c'était on vous dépose à 20 km, on vous demande de rentrer au centre en courant et, comme des bêtes et en croyant qu'on avait fait une grosse séance alors qu'elle servait à rien. Donc lui, quand il est arrivé avec une nouvelle approche de la préparation physique, le Faltec, le ci, le ça. Même moi, j'étais étonné quand je suis arrivé en France en 2000, quand je parlais de Faltec, les gens, ils ne connaissaient pas encore. Et je me suis dit, le gars, il était en avance, on a appris beaucoup de choses avec. Et là, donc, tu as fait tout ça. Tu as passé des diplômes là-bas ou après? Oui. J'allais dire malheureusement, mais heureusement, j'ai passé des diplômes là-bas. Mais malheureusement, quand je suis arrivé ici, on m'avait dit ça vaut que dalle. Donc, vaut mieux tout repasser. L'ISTS au Krebs d'Oran, oui. Ouais, l'ISTS. Ouais. Et donc, derrière, après, j'avais pris des équipes jeunes. Puis, j'étais adjoint coach de la première. Et les choses ont fait que je me suis retrouvé ici en France, dans les Ardennes, chose que j'ai jamais imaginée de ma vie, parce que je connaissais même pas. Et je débarque dans les Ardennes. Pardon? Tu étais adjoint au MCO? Non, à l'USM Belabès. Ah, Belabès, ouais. Et donc, derrière, après, j'arrive ici à Charleville. Et le club qui m'accueille, c'est un club qui avait aussi une histoire, c'était l'Olympique de Charleville. Ouais, qui était en Ligue 2 à l'époque. Voilà, donc j'étais l'adjoint de l'entraîneur de la réserve. Puis l'année d'après, le président m'avait fait confiance, on m'avait donné les U19. Je suis resté 4 ans avec les U19, puis j'ai changé, je suis passé pour essayer de voler de ma propre aile à un club qui s'appelait le FC Bonny-sur-Meuse, et on a fait un truc énorme, c'était 3 montées, 3 équipes seniors en 3 saisons. Et de là, le club est devenu le 2e plus grand club
des Ardennes. Et c'est grâce à ça que Sedan m'ont contacté à travers Jackie Le Bihan, dans le temps qui était le responsable sportif. Ouais. J'ai récupéré les 19, ils étaient en DH, on est monté en 19 nat. Et en 2016, je récupère la formation comme étant responsable de formation. Donc, ça fait combien de temps maintenant que tu es en France? Déjà, ça fait combien de temps que tu es en France? Depuis 2004. Depuis 2004. J'ai refait mes diplômes et je me suis bien intégré dans le tissu champagne-ardennais parce qu'on parlait de casquettes, j'en ai pas mal. Les casquettes, on va énumérer parce que tu en as un paquet. Donc, bon, mes casquettes, c'est déjà responsable de formation au club de Sedan, formateur auprès de la Ligue Champagne-Ardenne, formateur auprès de la Fédération algérienne, membre de l'Amicale des éducateurs, membre de la commission technique Ardennes, membre de la commission technique futsal, responsable de la section futsal Ardennes et manager général de la sélection futsal et beach soccer en Algérie. Et tu t'en sors Des fois, c'est très, très difficile. Ouais. Très, très difficile. C'est chargé, hein? Oui, oui, c'est clair. Après. À Sedan, tu as débarqué quand il était en quoi? Le club était encore en pro? Il venait juste de perdre le statut pro. D'accord. C'était l'année où ils ont perdu le statut pro que j'étais contacté par Jackie Le Bihan. Ouais. Donc le club perdait le statut et on faisait venir des hommes pour essayer de conserver un peu tout ce qui était mis en place, tout ça, pour essayer de le faire perdurer et pour repartir peut-être avec ça? Repartir avec ça. On a eu la chance de refaire remonter les 19 en 19 nat, les 17 en 17 nat. La réserve qui était en R3, elle est remontée en R1. Donc on a fait du boulot. Et malheureusement, après, financièrement, on est arrivé au plafond de verre. Et c'est de là qu'il fallait revoir toute la politique sportive parce que financièrement, on n'arrivait plus à suivre si on était ambitieux par rapport à l'équipe première. Donc, tout le monde doit faire les efforts, on le sait, et ça commence par nous, la formation. Le parallèle que je dirais qu'il y a là où tu es aujourd'hui avec Sedan et avec ce que tu as vécu en Algérie, c'est que, comme par hasard, tu es dans un club qui est aussi avec un public de fous quand même, qui attend que ça, que Sedan revienne au plus haut niveau. Donc, je ne sais pas s'il y a une pression ressentie sur toi. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, les éducateurs et entraîneurs qui sont en dessous. Est-ce que tu ressens ça, ce côté public et tout ça qui attend vraiment de ce club? Moi, sincèrement, la pression, je ne la ressens pas, même si je compatis avec les coachs qui passent en première, etc., parce qu'il y a toujours l'historique du club. C'est un poids. N'importe qui va venir à Sedan, il y a déjà l'historique et on n'arrive pas encore à faire le deuil. Que comme quoi le club n'est plus professionnel, que va falloir gérer le club comme étant un club amateur, que le vivier, c'est ça le plus grave, c'est que nous, on est dans un vivier très, 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 très pauvre. Parce que si on part sur la seule formation dans les Ardennes, on ne peut même pas faire des équipes R1 jeunes, vu que le vivier est très pauvre. La pression, je pense que l'association, je parle de l'association, puisque nous, c'est deux entités, il y a la SAS et il y a l'association. Voilà. Nous, l'association, la pression qu'on a eue, c'est surtout la pression financière. Parce que le fait qu'on a perdu, je vais vous donner un exemple, on est passé de 359 000 euros de subvention à 29 000. Et donc, il fallait faire avec. Et dans tout ça, il faut faire des choix. Mais les gens ne comprennent pas. On nous dit, oui, nous, c'est ce dont il faut faire. Non. Le nerf de la guerre, c'est les finances. C'est là où maintenant vous avez la partie structure qui doit être super bonne. Vous avez une super structure parce que tout avait été refait avant les... Oui, question structure, il n'y a pas de souci. On a des structures d'un club professionnel. Malheureusement, les terrains synthétiques sont maintenant dans un état catastrophique. On ne peut même pas jouer dessus.
puisque maintenant on nous a interdit de jouer dessus. Donc on est toujours délocalisé sur Sedan parce que le club en lui-même, le château de Montvillers, il est à Bazeilles, il n'est pas à Sedan. Donc déjà on a un problème de localisation et de déplacement pour les joueurs, les coachs et tout. On n'a pas des coachs locaux, donc on est obligé aussi c'est normal de trouver le moyen de leur donner leurs frais de déplacement. Et tout ça fait en sorte que le budget se multiplie par deux parce qu'on n'est pas localisé à Sedan. Pas plus tard que hier, on a eu un problème sur les salles pour l'équipe futsal qui est en R1 et on n'a pas encore de salle parce qu'on n'est pas considéré comme étant une association sedanaise, mais qui appartient à Bazeilles, alors qu'il nous faut des créneaux de salles à Sedan. Donc tout ça, c'est difficile à gérer. On essaie un peu de faire de notre mieux, de trouver le moyen que la formation continue à vivre. Et heureusement, puisque chaque année, on a au moins 4-5 joueurs qui partent de chez nous, qui signent des contrats dans des clubs professionnels, et on est fiers de ça, puisque tous les efforts sont faits pour qu'on continue à perdurer cette formation. Quand tu dis vous ne pouvez plus exploiter les terrains synthétiques, c'est juste pour savoir pourquoi vous ne pouvez plus. Ils sont dégradés à un point qu'on ne peut plus aller dessus. Parce qu'ils ont plus de 20 ans. C'est en 2000, je pense 2000, 2002, entre 2000 et 2002 qui ont été faites. Et donc là, maintenant, ils sont dans un état catastrophique. Hein. Je me souviens, moi, ça fait 3 ou 4 ans en 19 nat. Les clubs, quand ils venaient, ils gueulaient parce que le ballon il allait trop vite. Oui. Oui. Là, au niveau de maintenant de la formation qui est mise en place, par rapport aux joueurs que tu dis dans le vivier sedanais, bon, le niveau, tu dis, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que vous misez? Vous misez sur quoi au niveau de la formation par rapport aux joueurs aujourd'hui que tu as et par rapport aux joueurs que tu avais avant? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'avant, on avait des joueurs qui venaient déjà construits, presque. Il fallait les accompagner sur le post-formation. Parce que souvent, on avait des joueurs de la région parisienne qui venaient en 17 nat, en 19 nat, etc. Mais là, maintenant, on est obligé de travailler avec les clubs locaux. Il y a une certaine tension parce qu'on appelle ça, eux, ils appellent ça piller, alors que nous, on accompagne et on n'a pas beaucoup de joueurs qui viennent des clubs locaux, hein, parce qu'il y a une certaine culture qui fait en sorte qu'il y a des clubs qui ne veulent pas lâcher leurs gamins. Et donc, tout est basé sur notre propre formation. On a introduit le futsal comme étant un moyen de formation jeune à l'école de foot pour les acquisitions techniques et tout, parce qu'on a vu que souvent, quand on récupérait des joueurs ardennais, certains avaient les qualités requises, mais comme ils étaient les rois du pétrole dans leur club, ils étaient les chouchous dans le club et tout, quand ils viennent à Sedan et ils rencontrent d'autres gens qui viennent d'autres régions, qui sont habitués au mental, habitués à gagner une place et tout, les nôtres, ils lâchaient prise et ils repartaient chez eux, ils ne continuaient pas l'aventure avec le club. Donc, on a revu tout ça, on a essayé de mettre vraiment une politique de formation qui part de l'école de foot jusqu'à la préformation, jusqu'à la réserve. Et le fait que la réserve maintenant, c'est devenu non, U18, U19, ça nous a permis un petit peu à donner du temps à certains joueurs à rester dans le club encore et à apprendre après post-formation. C'est quoi les niveaux des équipes que vous avez? Sauf les 17 et 19 nat, tout en R1. Les 17, on les a perdus l'année dernière parce qu'on a fermé le centre. Vu le Covid, il fallait prendre une décision. Et la décision, les instances nous ont demandé aussi de prendre une décision vite. Nous, dans avril, je pense, on ne savait même pas encore si on était maintenu ou pas. On avait déjà décidé de fermer le centre pour une année pour voir un peu ce que ça va donner derrière. Parce que c'est une gestion et les restrictions Covid qui ont été mises pour les centres et tout, c'était lourd à porter pour un club amateur. La réserve, elle est en quoi? La réserve, elle est en R1. En R1, d'accord. Donc N2, R1 et après donc dessous. Au niveau toi de ce que tu fais comme boulot au niveau de la formation, au niveau des éducateurs, comment vous faites le projet formation? C'est quoi? C'est toi qui organise en fait les séances ou c'est toi qui leur demande de faire un style de séance? Comment tu planifies ou comment tu programmes ça? Déjà pour les éducateurs, parce qu'on a un projet et là,
le taux ou le niveau d'âge des éducateurs a vraiment diminué parce qu'on était parti, pareil, toujours le problème financier, on était parti sur une formation interne. Donc chaque année, on a au moins 6-7 jeunes joueurs qu'on forme chez nous pour devenir éducateurs, pour accompagner des équipes. Et depuis 3 ans, on tourne que autour de ça. On a un vrai projet de formation pour nos joueurs qui deviennent éducateurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a 6 ou 7 éducateurs de chez nous qui sont arrivés au BMF, BEF grâce à la formation dans le club. Pour ce qui est la planification annuelle, oui, c'est moi qui le fais. Je donne les directives. Par contre, chacun doit s'adapter par rapport à son niveau, par rapport à son groupe. Et on essaie de temps en temps de voir qu'est-ce que je peux leur apporter, comment on peut travailler ensemble par rapport à leur philosophie, par rapport parce qu'ils connaissent leurs joueurs mieux que moi, etc. Mais on en parle. Mais les cycles doivent être respectés. C'est ce que je leur demande. C'est que quand on va dans telle ou telle séance pour telle ou telle équipe, il faut qu'on l'exercice, le choix de l'exercice, c'est le coach qui le désigne, qui le choisit. Par contre, le cycle, c'était à nous. On a créé une commission technique et pour qu'il y ait au moins une entente sur notre procédé de travail ensemble. Vous leur donnez des cycles à suivre et eux doivent créer des séances en fonction des cycles à suivre. Voilà, sachant qu'on avait créé un livret pour l'école de foot, un livret pour la préformation, avec des séances prêtes, tout est prêt. Maintenant, il reste juste à l'éducateur le choix des séances par rapport à son groupe, etc. Il y a une programmation qui est suivie jusqu'en 19 ou jusqu'à la réserve. Jusqu'à la réserve. Réserve, oui. D'accord. Toi, tu accompagnes, Abdou, toi, tu accompagnes les éducateurs. Tu vas les voir sur le terrain. Tout dépend. Si les séances sont bonnes, si il anime bien, s'il va au bout de la séance, si elle se passe bien. Tu suis ça? Oui, bien sûr, parce que bon, là maintenant, vous savez qu'on est rentré dans un ère où maintenant les éducateurs, il y a beaucoup d'ego, donc il faut faire attention à tout ça. Donc on essaie un peu de corriger certaines choses. On fait des réunions techniques. Par exemple, ça fait pas longtemps, on a fait la réunion technique comment gérer sa séance. Donc sur le comportement, sur la façon de l'animer, parce que quand ils font les formations et quand on fait, même je suis formateur, quand on fait les formations, on n'explique pas après l'animation comment elle s'est faite. Qu'est-ce qu'on rencontre sur le terrain et tout. Et donc, tout ça, j'essaie avec mon expérience de leur apporter ça sans aller au conflit, parce que souvent, l'être humain, il prend, il analyse, il voit ce qu'il arrange, ce qu'il n'arrange pas, et après, il va dire oui, il a raison ou il a tort. Donc, il faut donner un peu de temps aussi aux éducateurs de comprendre un petit peu la philosophie de la formation. On n'est pas formateur, on le devient, avec des convictions, avec un travail, et surtout, il faut des qualités. Oui, des qualités, comme tu dis, déjà humaines pour s'adapter à la population qu'on a et par rapport à la demande que le club. Oui, bien sûr, surtout, moi je pense que la différence, tout à l'heure on parlait de l'équipe première et nous, la différence entre, par exemple, moi l'année dernière quand j'avais la R1, parce qu'à chaque fois, cette année, j'accompagne les U14. À chaque fois qu'il y a une équipe qui est en difficulté, je l'accompagne. Donc, pour que ça ne flanche pas au cours de 16 ans, pour prendre les bonnes décisions et tout. L'année dernière, comme on avait un groupe très très jeune en R1, donc j'étais avec eux. Et le mot d'ordre, c'était ne jamais mettre l'enjeu avant le jeu, ne jamais mettre l'enjeu. Au début, les joueurs, les gamins, puisque c'est des gamins, ils ne croyaient pas. On avait fait 8 matchs joués, 7 défaites. Ils étaient dans le trou. Mais à partir du 9e, 10e match, on tapait tous les plus grands. Et là, on ressent que le joueur a découvert autre chose, que oui, dans le football, il y a la patience, il y a le travail, il y a le mot ne pas mettre l'enjeu avant le jeu est réel, il peut exister. Il suffit juste d'avoir la foi dans ce travail-là et ne pas, si à chaque fois on change son fusil d'épaule, à chaque fois qu'on perd un match, jamais on n'aboutira à un projet parce que une saison, c'est un projet. Un projet individuel pour les joueurs, un projet collectif pour le groupe, un projet club, etc. etc. Et donc, si ce projet-là, on n'est pas ensemble pour l'accompagner et arriver au bout, ben, à un moment ou à un autre, ça va flancher. Ouais. Est-ce que ça, tu le rencontres? Alors, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que le côté
il faut gagner, on va gagner ce match-là, tout ça, ça c'est des mots et des phrases qu'on entend tout le temps. D'avoir cet état d'esprit que tu viens de donner, là, ça c'est bien. Si tu peux en plus le diffuser à tes éducateurs et entraîneurs pour faire comprendre qu'on n'est pas là pour dire il faut gagner, mais plutôt on gagnera plus tard, on Ouais. travaille pour gagner plus tard. Cet état d'esprit-là, il est bien. Est-ce que de ce que tu vois, toi et Imet, c'est pareil, je pense, est-ce que vous voyez encore beaucoup il y en a bien sûr de matchs et d'entraîneurs à tous les niveaux sont encore une fois plus dans la gagne que dans le travail et le travail mental, que ce soit le travail d'équipe, le travail mental. Est-ce que ça, je sais qu'Imet, je pense que là-dedans, tu es calé. Abdou a dit un truc intéressant, c'est que aujourd'hui, bah, tu te retrouves avec des guerres d'ego au sein parfois même du même club, voire même de la même catégorie. C'est pénalisant pour les clubs, donc c'est le rôle du directeur technique du club d'être vigilant à ça, parce que c'est important, parce que bah, ça peut nuire à l'épanouissement des enfants. Au jour d'aujourd'hui, quand on parle de joueurs consommateurs, on peut aussi le transposer aussi sur les éducateurs aussi. Il faut faire attention avec les jeunes joueurs à avoir justement cette patience, avoir cette construction et puis ne pas vouloir gagner à tout prix. Il y a un cheminement qui doit être mis en place pour arriver à un résultat. Après, ce n'est pas aussi de la faute que des éducateurs, c'est parfois aussi certains directeurs techniques, certains présidents qui On en accordent. revient au projet. Là, tu es en train de basculer vers le projet. C'est vraiment l'état d'esprit du club, le projet, qui Ah oui, doit avoir cette condition-là de bah oui, patience. Je dis, bah oui. Abdou, la durée, la En plus, patience. en plus pour Abdou, c'est paradoxal parce que au sein du même club, il y Et oui, a le côté formation qui se met en place, mais il y a aussi comment dire, cette impatience de retrouver le monde professionnel chez les seniors, chez l'équipe première. Donc, du coup, bah, pour intégrer les jeunes joueurs au-dessus, bah, ça devient délicat. Donc, C'est clair, c'est clair. c'est Parce que compliqué. et c'est vrai, Imad, parce que souvent, des fois, quand je dis ça, on me dit, ouais, mais Abdou, attention, parce que les joueurs, si on les endort avec, faut pas, il faut être patient, et ci, et ça, ils ne seront pas prêts pour l'équipe première le jour J. Mais attention, moi, je ne dis pas que le résultat n'est pas important. Bien sûr qu'il faut leur apprendre à gagner, bien sûr, si ça. Mais moi, je parle du formateur en lui-même. Il doit avoir des attitudes où il ne faut pas qu'il oublie son projet, le pourquoi il est là. Des fois, on le voit, hein, la différence entre un bon éducateur et un très bon éducateur qui est formateur, des fois, on le voit sur une séance, cette façon de décortiquer le geste technique, de l'expliquer par étapes, de prendre le temps de l'expliquer, de trouver les mots, de trouver la bonne phrase, la bonne gestuelle et tout. Et de là, on sent que cet éducateur-là peut aller très loin parce qu'il a déjà compris que si on veut former, il faut être patient. Et on a d'autres, non, il vient, il fait un exercice, il voit que ça ne marche pas, il laisse tomber ou il va s'énerver sur ses joueurs, il va passer à autre chose, il va mettre une variante pour zapper ce qui n'a pas marché. Et là, c'est compliqué parce qu'avec ce genre d'éducateurs-là, c'est les éducateurs sélectionnaires, ils sont tout jeunes, ils viennent juste de commencer et ils veulent avoir les meilleurs joueurs, le meilleur groupe pour être la meilleure équipe du club. Et c'est malheureux, ça existe là maintenant, c'est une vague maintenant qui vient de joueurs qui veulent, d'éducateurs qui veulent aller trop vite aussi dans leur carrière. Et à l'inverse, on a beaucoup de garçons qui sont passionnés parce que c'est quand même une passion, vu ce que les clubs donnent comme moyen chez les jeunes, c'est d'être passionné avant tout. Et c'est vrai on a aussi dans cette génération l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu, il Ouais. y a les deux extrêmes. Vous avez aussi des éducateurs, des jeunes éducateurs qui viennent en formation, parce que moi j'encadre aussi les formations sur la ligue et le district chez nous. Et vous avez aussi de très bons éducateurs, mais avec lesquels on n'est pas patient. Donc, là, il est important le rôle du directeur technique d'être vraiment patient. Je sais pas où il y a tout à l'heure, Ahmed, tu as parlé du projet club.
Et les directives, ça commence par là. Par là. Ouais. Pourquoi? Donc, quand on met un projet club, on demande toujours, vous voyez, les valeurs du club. Mhm. Donc, déjà, les directives, ils viennent des valeurs du club. Si on est un club formateur et le premier truc qu'on demande aux éducateurs, c'est faire le résultat. Si vous n'arrivez pas à ça, à ça, à ça, vous serez démis de vos fonctions, ou comme là, qu'on voit dans tous les clubs professionnels, c'est des contrats d'un an. Comment on peut construire sur un an? C'est impossible. On va courir derrière le résultat, peu importe ce qui va arriver, parce que je veux que l'année prochaine, j'ai encore mon contrat. Et donc, on zappe la formation, on zappe les joueurs à potentiel où il faut prendre le temps, et on ne peut pas donner la chance à ceux qui demandent du temps, etc. Et voilà, moi, je pense que, pareil, le directeur technique, le président et tout, s'ils mettent en place un projet de formation, le projet de formation, ce n'est pas pour un an, ce n'est pas pour 2 ans, c'est un long terme, voire moyen terme. Et il faut donner les moyens aux éducateurs pour devenir formateurs. Parce que formateur, c'est aussi une attitude qu'on apprend. Oui, on est d'accord. Il y a un côté passionnel dans le côté formateur. Il faut avoir la passion, il faut avoir la patience. Alors, on peut parler d'expérience, même si des fois des jeunes entraîneurs ont cette expérience. C'est comme un joueur qui, on trouve qu'il a une aptitude un peu d'ancien, il maîtrise son sujet. Ben, c'est un peu ça, l'entraîneur. Il y en a des passionnels qui sont passionnés, qui ont ça en eux. Le formateur, souvent, il faut qu'il soit très passionné. Et tu as des entraîneurs qui sont jeunes et qui ont cette expérience-là d'être patient, d'être calme, d'être très. Parce que tu regardes, les formateurs, ils sont souvent très. Des gens qui sont très disciplinés, mais très calmes. Tu vois, ils prennent le temps, comme tu l'as dit, d'expliquer. Ils prennent le temps d'aller corriger la séance, corriger les petits détails qui font que l'entraînement peut aller de mieux en mieux. Et tu as l'autre partie, l'entraîneur qui est on va dire, consommateur, si on parlait côté joueur. Ben, tu as l'entraîneur un peu manque d'expérience, manque peut-être de passion, qui est manque d'implication aussi, qui va plus être dans je mets une séance, il faut que ça marche. Je ne cherche pas à savoir pourquoi je la mets en marche, cette séance, parce que je ne sais pas à quoi elle va servir exactement. Déjà, ça, c'est le problème souvent qu'on rencontre, c'est qu'un entraîneur va mettre une séance, et si tu lui dis pourquoi tu fais cette séance, pourquoi tu lui refais ça à eux, à ce public-là que tu as, et tu t'aperçois qu'en fait, il ne sait pas pourquoi il fait cette séance, Ouais. et il ne sait pas pourquoi il fait pour eux. Et c'est là où tu dis, bon, ben, pourquoi tu fais ça? Mais là, on rejoint ce que vous dites, on revient dans la pyramide du club, et c'est là où les rôles de directeur technique, manager général, tous ces rôles un peu qui sont au-dessus un peu, et qui sont là pour mettre en place le projet et diriger le projet. On voit bien l'importance. Aujourd'hui, tu ne peux pas être juste un directeur sportif, être rémunéré, et puis arriver en costume ou bien habillé, et puis peut-être donner une parole en l'air. Aujourd'hui, il y a une implication de les bonnes personnes, sélectionner les bonnes personnes, aller au contact des bonnes personnes, aller au contact de l'entraîneur qui peut-être, mais il faut lui dire de prendre son temps, il faut lui expliquer les choses. Donc il y a c'est un vrai travail quoi, de faire un vrai projet club et de le faire durer. Quoi. Ça, je pense que Abdou, tu dois le voir depuis le temps. Toutes les façons, Philippe, on apprend, quand on est jeune éducateur, on apprend à construire sa séance. C'est partir, par exemple, d'un exercice technique pour passer à une situation. Tout se relie. C'est une chaîne. Parce qu'on veut arriver à un but qui est le but de la séance, puis le but du cycle, puis le but de la saison. Et tout ça se relie. Et quand on commence à comprendre que le début de la saison, avec le début de championnat, avec la phase de la trêve, etc., tout se relie et que l'élément essentiel qui est la séance, là, on part sur une logique de construction. Eh bien, un joueur, pareil, on le construit. On part sur une base qui est d'abord c'est quoi ses défauts, c'est quoi ses qualités, comment je peux arriver à maîtriser ou à l'orienter pour qu'il fasse plus ça, et on y va dans l'accompagnement tout doucement. Je pense que c'est le rôle de l'éducateur, mais aussi tout ça doit être transmis par le responsable technique du club qui, lui, doit permettre à ces éducateurs-là d'avoir la même philosophie de travail. L'orientation, quoi, les choix, l'orientation, elle vient d'en haut. Après, elle peut être mise en place de différentes manières. Chaque coach apportera son petit plus. Ouais. Et, la ligne directive, on voit bien ce que tu as dit tout à l'heure, elle est là. Il faut leur donner une orientation. À eux, après, d'essayer de faire des séances et autres qui vont dans cette orientation.
et après, savoir l'appliquer, l'impliquer, etc. C'est bien, on va rebondir sur l'exercice que tu as mis. Juste un truc, après on passe. C'est quand j'ai commencé mes formations ici en France, j'ai découvert quelque chose que je connais pas, que je connaissais pas dans le temps, parce que moi j'ai grandi dans un pays où le coach c'est plus que les parents, plus que le respect du coach, il n'y a pas de mot à dire, il n'y a pas de valeur. Et on a tous appris la façon directive. Je débarque en France, je découvre un autre football qui est le questionnement, qui est demander l'avis des joueurs, chose que je n'ai pas connue. Nous, c'était tu fais ça, point barre. Ouais. Et donc de là, le mélange de deux m'a permis d'avoir ma propre façon de voir du football. On peut être dur, comme on peut être généreux. Et le fait qu'on accompagne les joueurs, ça leur permettra de se sentir en sécurité, mais en même temps, de faire partie du projet. Ils se sentent impliqués dans le projet, ils se sentent acteurs du projet. Exact. Mais tu as tout à fait raison, c'est ça. On doit impliquer les entraîneurs à mettre en place le projet et eux participent à mettre en place le projet, qui est déjà, il y a la ligne de conduite, eux, ils apportent leur petit plus. Et après, comme tu l'as dit, c'est impliquer les joueurs dans ce projet, sans oublier l'ADN du club. C'est quoi l'ADN du club? Toujours. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs, Imed, tu vas me dire ça, mais beaucoup de joueurs, je pense, je suis pratiquement sûr, beaucoup de joueurs aujourd'hui qui viennent jouer dans les équipes premières, ils ne savent même pas l'historique du club. Ils ont... En fait, pour nous, moi je vais parler pour nous parce que c'est totalement différent, mais je peux très bien parler de Sedan. On n'a pas les mêmes histoires. Donc forcément, quand un joueur arrive, quand il arrive à Sedan et quand il arrive à Bobigny, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Là, tu vas lui parler d'un vécu de 10 ans. Et Sedan, c'est autre chose. C'est un club qui était professionnel, qui était… Voilà, donc ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est vrai que les joueurs, quand ils arrivent, vous avez de tout. Vous avez des garçons qui sont impliqués. Après, moi, je pars du principe que ça dépend de l'entraîneur qu'ils ont. Oui. Ça dépend de l'entraîneur. C'est lui qui arrive à les… Pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'avec la génération actuelle, c'est à nous de les accrocher. Oui. C'est à nous de les accrocher, c'est à nous de les impliquer. Peut-être que ce n'est pas une nature chez eux, parce que peut-être que lors de leur formation, on ne leur a pas dit ça et puis on les a laissés aussi dans un système de consommation. Mais quand ils arrivent, c'est important qu'on leur parle parce que moi, j'ai vu des joueurs, sincèrement, ils ne savaient pas contre qui ils allaient jouer, par exemple, le week-end d'après. D'accord. Voilà. Ils sont là, ils font les entraînements et peut-être que le vendredi, ils vont vous poser la question de savoir contre qui. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et puis, ça vous permet de faire le tri. Ça vous permet de faire le tri et de connaître aussi l'état d'esprit du joueur. Mais c'est vrai que maintenant, quand on vient chez nous, on a une petite histoire, par exemple, qui date, le président a repris depuis 10 ans. Mais pendant 10 ans, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Donc, je pense que les éducateurs aujourd'hui doivent sensibiliser les joueurs, quelles que soient les catégories, sur l'histoire du club et sur le parcours du club. Parce qu'à la limite, même si le club n'a pas d'histoire, il va se la construire. Et cette histoire-là, il faut leur faire comprendre qu'il y a des gens qui sont là, qui s'investissent au quotidien et qui attendent que le match de l'équipe première le samedi soir. Nous, pour finir sur ça, ce qui est bien, c'est que tout le monde est impliqué dans le club. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'association d'un côté et l'équipe senior de l'autre. C'est que tout le monde est concerné par le club et par le projet du club. C'est-à-dire que de l'entraîneur de l'équipe première à tout en bas, c'est un socle. Et c'est ce qui fait que le week-end, tout le monde est réuni autour de l'équipe première, en bien ou en mal. Il y a encore ce côté historique de Sedan. On voit bien qu'ils ont dissocié encore parce que c'est rare que depuis X années, ils ont perdu le certificat. Malgré tout, ils ont quand même la SAS et l'association. D'habitude, l'association tient. Avec l'association, c'est sûr. Donc là, les attentes sont très importantes. Moi, je le sens quand on rencontre Sedan, il y a une vraie attente.
Et c'est pas facile pour les joueurs de répondre tout le temps à cette pression, parce qu'elle est quand même comme Bastia l'année dernière, hein, par exemple, qui reste un club aussi identitaire et avec une forme de pression du public. Et ben, Sedan, c'est pareil. Donc, du coup, bah, tu as une attente. Et parfois, c'est pas évident d'avoir le lien entre la formation et l'équipe première. Après, il faut avoir l'entraîneur qui a la personnalité aussi, de ne pas avoir peur de faire jouer les jeunes. Ouais. Ah, Abdou, est-ce qu'on peut basculer sur la séance que tu m'as envoyée? Oui. Allez. Donc, je te laisse, je l'affiche et je te laisse l'expliquer. Donc, je l'affiche. Je la mets en place. Allez, je partage. Vas-y, Abdou, je te laisse l'expliquer. Donc voilà, le choix est parti sur une situation pressing ultra offensif, parce que là maintenant, tous les clubs le font. La plupart du temps, on demande pour les formations, les équipes de sortir court. Et j'ai choisi cet exercice-là qui peut s'adapter à n'importe quel système. Là, peu importe le positionnement des joueurs et des deux groupes. Par contre, on peut l'adapter, par exemple, chaque veille de match par rapport à l'équipe qu'on va jouer, si on est des seniors et on prépare le match la veille, ou par rapport aux jeunes pour leur apprendre les déplacements sur le pressing ultra offensif. Donc, c'est deux groupes. Un groupe, le groupe qu'on voit en blanc, c'est 4 défenseurs, 2 demi-def et un gardien qui doivent sortir le ballon court. Ils doivent trouver, pour marquer un point, le mettre dans les buts ou trouver le coach là, au milieu. Et un autre groupe qui est 3 attaquants, 3 milieux, que eux, ils doivent empêcher la sortie de ballon et à la récupération se projeter, donc la transition vers le but pour marquer un point. Donc le descriptif, le jeu par du gardien, ils doivent passer par une porte, donc les buts, positionnés sur la ligne médiane, voire aussi une passe au coach positionné sur le rond central. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait bien avant de passer à ça. C'est comment expliquer les courses sur le pressing, le pourquoi du pressing, quels sont les éléments déclencheurs du pressing, parce que c'est des étapes. Il faut que d'abord que le joueur comprenne sa façon, son comportement par rapport au pressing. Et après, on travaillera le côté collectif. On peut commencer, par exemple, par des duels 2 contre 2, 3 contre 2, etc., juste pour leur apprendre le bon comportement quand on presse un joueur, comment fermer l'angle de passe, comment la courbe, la trajectoire de la courbe quand je presse pour éliminer une solution sur ma course, etc., emporter le porteur du ballon là où je veux. Donc, ici, le gardien va trouver un des deux centraux. L'arrière latéral doit être considéré comme un leurre. Donc, on lui laisse la place. Attention que le joueur qui est censé presser l'arrière latéral ne soit pas trop près parce qu'il va empêcher cette solution-là pour le défenseur central. Donc, notre intérêt, c'est que le défenseur central va sentir qu'il est à l'aise, qu'il peut aller trouver l'arrière latéral et sur le temps de passe, c'est là qu'on déclenche, que tout le groupe va déclencher le pressing. Sachant que chaque joueur, il a une responsabilité. C'est lui qui va aller chercher le ballon. Il ne doit pas se faire éliminer. Il ne doit pas lui permettre de jouer dans son dos. En même temps, les autres joueurs, chacun va aller chercher un joueur qui sera peut-être une possibilité de solution au porteur du ballon. Et essayer de récupérer le ballon le plus haut possible pour être le plus près possible du but. J'avais mis certaines modalités du pressing qu'il faut respecter. Par exemple, le joueur, l'arrière latéral, il est dos au jeu, il reçoit un mauvais ballon, une balle aérienne, sur un temps de manque de concentration. Une sortie ou une sortie de but ou une touche ou peut-être après avoir marqué un but. Tout ça, c'est des éléments déclencheurs. Certes, l'équipe, elle ne doit pas le faire tout le temps. C'est des périodes bien précises
pour déclencher le pressing, mais quand il faut le faire, il faut que ça soit harmonisé. Il faut que chacun sache ce qu'il doit faire et que tout soit coordonné. Je le faisais souvent tous les vendredis, veille de match, pour qu'on ait un automatisme de groupe. Et au bout de quelques mois, on a vu que sur tous les pressings qu'on déclenchait, on arrivait toujours à 70% récupérer le ballon, parce que même si l'équipe adverse, elle savait qu'on allait le faire, on était tellement coordonnés qu'à chaque fois, il tombait dans le piège. Le danger de cette façon de jouer, c'est surtout ce qu'on appelle les angles morts, donc dans le dos, ou aller chercher un joueur dans l'axe qui peut trouver une solution dans le dos. Et donc, tout ça doit être expliqué bien avant de commencer à travailler le pressing. En fait, il y a un travail de coordination. Donc, alors, on part du principe que tu as une forme de réversibilité que tu travailles là, parce que oui, dans un premier temps, tu travailles tes défenseurs sous pression, voilà. sur la sortie de balle, et tu fais travailler tes milieux de terrain et tes attaquants sur le pressing. Donc, il y a une forme de réversibilité, c'est ce qui est intéressant sur la situation. Après, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'on va travailler ce type de situation, c'est de bien identifier le rôle de chacun. Ouais. Le rôle de chacun, mais le système de jeu en priorité. Ouais. Parce qu'on peut imaginer, on travaille tous des situations d'avant-match et effectivement, après, c'est un peu différent. Senior, on a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos sur nos adversaires, chez les jeunes un peu moins. Donc voilà, c'est déjà d'identifier un peu les forces. C'est vrai que le travail de cadrage, de synchronisation, de mode de starter qui peut déclencher collectivement un pressing haut. Par contre, comme l'a dit Abdou juste avant, si tu tombes sur des joueurs qui sont très bons sur les sorties de balles sous pression, tu peux vite trouver à l'opposé. Et là, on peut voir les dérives d'un pressing côté, c'est que tu vas forcément libérer à l'opposé. C'est ça. C'est pour ça que j'ai mis la zone hachée en noir de l'autre côté pour montrer que si tu as de bons joueurs techniques avec une qualité de passe longue, c'est vrai que c'est une solution. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi travailler aussi, ce que nous a proposé Abdullah, travailler aussi un équilibre, donner des informations aussi que parfois, quand on n'arrive pas forcément à la récupérer parce qu'on tombe sur une équipe qui techniquement est un peu supérieure, c'est d'avoir un équilibre pour que justement l'opposé soit gérable aussi en cas de sortie de balle d'un côté. Ouais, ce que tu as dit là, je suis d'accord sur le côté. Ce que vous avez dit, c'est très bon. Le côté, avant, comme a dit Abdou, avant d'arriver à ce genre de scénario, c'est clair qu'il y a une compréhension de quand le faire, Exactement. Une compréhension de qui pousse à le faire, et une compréhension que tu as mis, Imed, c'est que les joueurs qui sont plutôt les joueurs derrière, les joueurs, à chaque fois, le joueur qui est derrière, c'est celui qui donne le conseil à celui qui est devant. Donc, on va partir du principe que si à un moment donné, l'équipe qui a le ballon vient à s'en sortir parce que le mec qui pressait, il se fait éliminer sur un contrôle orienté, le mec qui est derrière, il a une bonne passe longue, il a une passe à l'opposé. Ça, c'est encore une fois, c'est ce que tu as dit Abdou, c'est une connaissance, c'est une maîtrise, c'est une intelligence de compréhension du jeu. Et des joueurs qui sont comme tes joueurs en jaune, tous ceux qui sont de plus en plus bas dans ce pressing-là, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est là qu'on vient souvent à des milieux défensifs intelligents ou des joueurs plutôt axe, milieu défensif, défenseurs axiaux, qui vont prendre la décision de arrêter le pressing ou continuer à presser, à pousser l'équipe à faire le pressing. Parce que souvent, tu as des aboyeurs, on appelle ça un peu des joueurs, des pousseurs. Et c'est vrai que l'entraînement, il est très bien. Et je pensais à une évolution. C'est que là, OK, on se retrouve à 6 contre 6 avec, on va dire que si le pressing est bien fait, il y a de grandes chances qu'on le récupère. Et si tu veux mettre en difficulté un peu ton pressing, comme tu disais, Imed, tout à l'heure, en mettant juste un attaquant qui se retrouve un peu derrière le dernier jaune là, qui est le long de la ligne médiane, si tu leur mets un attaquant, le rôle de l'équipe des jaunes va être un peu plus difficile. C'est parce qu'ils n'auront pas la vue de où va se placer ce joueur. Et il offre une solution, comme tu l'as dit, Abdou, dans le dos. La gêne de cette passe longue peut être intéressante parce que tu élimines le bloc qui a fait le pressing. C'est pour ça que, Philippe, j'avais dit que pour marquer un point,
on peut trouver le coach Ouais, on peut au trouver le pied. coach. Il y a, il y a une cible. Ouais, il y a une cible. Ouais. Donc, Après, ça permet. après Vas-y. excuse-moi, Abdou, mais après, attention, dans ça aussi, il y a la participation du gardien de but. Oui, Donc, bien c'est sûr. pas Le 6, mais surnom. Oui, oui, oui. tu vois, parce qu'en fait, le gardien va te permettre de créer aussi ces décalages-là. Ouais, exact. C'est vrai que maintenant, en plus, avec les gardiens, normalement, ils deviendront de plus en plus des joueurs de foot, parce qu'aujourd'hui, le gardien devient un bon joueur de foot. Et aujourd'hui, là, ce que tu es en train de montrer, Abdou, c'est vrai que, ok, c'est bien, si c'est bien fait, ça peut super bien marcher. Mais c'est vrai que la difficulté qu'il faudra intégrer peut-être plus tard, dans 4, 5, 6 ans, quand les gardiens deviendront tous de très bons joueurs, c'est que là, du coup, tu te retrouves vraiment à 7 contre 6, quoi. Oui. Là, c'est la raison, c'est que le septième, le gardien, à l'inverse de peut-être un attaquant qui serait derrière le dos des jaunes, en fait, le gardien peut devenir une problématique de l'équipe qui presse, quoi, si le gardien est bon au pied, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais accentué surtout sur la répétition. Parce que chaque exercice, à chaque fois qu'on va le faire, on va trouver une nouvelle possibilité de sortir du pressing. J'ai une petite équipe U14, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que ces derniers temps, les pauvres, ils mangent que ça. Pourquoi? Ouais. Parce que comme ils sont petits, on se retrouve toujours à jouer contre des grands et forte de taille, ils viennent nous presser très très haut. Et j'ai vu l'évolution, les gamins, ils arrivent à s'en sortir dans n'importe quelle situation court. Pourquoi? Avec le temps, l'équipe qui presse, elle va toujours rajouter un ingrédient en plus pour que l'équipe en face, elle ne sort pas. Et l'équipe qui est sous pression, elle va toujours essayer d'être plus maligne que l'autre pour trouver des solutions. Et le fait de le faire plusieurs mois, après, on va s'adapter à tous les systèmes. Par exemple, on joue une équipe qui joue le 3-5-2, voilà comment on presse. On joue une équipe qui joue 4-4-2 à plat avec deux demi, voilà un seul demi, comment on fait. Et Imad l'avait dit tout à l'heure, si on l'adapte aux seniors qui ont plus d'informations sur l'équipe, sur l'adversaire, etc., ça permettra aussi de mettre dans le contexte réel du match de demain, pour cette équipe quand elle va les chercher, avec des joueurs cibles, avec des joueurs capables peut-être de faire, avec des défauts bien précis, un gaucher arrière droit, comment il va prendre son ballon, etc. Toutes ces informations-là sont utiles à nos joueurs pour préparer leur match d'après. Oui, mais c'est bien ce que tu dis, c'est ce qu'on répète à chaque émission. Et c'est bien ce qu'on l'a abordé, ça montre bien que tu es un bon formateur de formateurs. Et que tu as donné des consignes qu'on donne à chaque émission, c'est important. Quand on met un exercice en place, bon, celui-là, il est un peu plus spécifique, donc il faut bien le maîtriser avec déjà d'autres choses avant. Mais une fois qu'on met un exercice en place, le but, c'est de le répéter, de le répéter. Voilà. Une fois qu'il sera maîtrisé, on ajoute des éléments qui apporteront de nouvelles problématiques. C'est ça l'objectif. On est dans la même longueur d'onde puisque je dis à mes joueurs, je préfère faire l'exercice 20 fois et vous le comprenez que flirter des exercices qui servent à rien et vous ne comprenez rien du tout. C'est ça, c'est bien ce qu'on répète à chaque fois. C'est pour ça que là, on est bien dans la partie formation. C'est bien ça, on a le temps. Il faut que le joueur devienne intelligent. Il ne va pas faire ce qu'on lui demande. Il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'entraîneur qui propose l'exercice, déjà, lui, en priorité, doit comprendre pourquoi il le fait et pourquoi il le fait à ses joueurs et dans quel intérêt il le fait. Donc, si lui, voilà, déjà, on gagne un point. Ensuite, il va essayer de le faire comprendre à ses joueurs. Ces joueurs, ça ne va pas toujours marcher, ça ne va pas toujours être nickel. Mais si le formateur explique et prend le temps d'expliquer à ses joueurs, il va le refaire une deuxième fois, ils auront compris des choses. Il va le faire une troisième fois, les joueurs vont se l'adapter un peu plus. Une troisième, quatrième fois, les joueurs vont bien le maîtriser. Ça va devenir super facile. Et là, le formateur ou le bon entraîneur va rajouter des conditions, des nouvelles règles qui vont perturber la maîtrise. Et donc, les joueurs vont se réadapter et donc réapprendre, améliorer. Et donc, on les amène à réfléchir. Donc, ce ne sont pas des machines, ce sont bien des joueurs intelligents. On les amène à être un peu entraîneurs quelque part dans leur esprit. Aussi, juste un dernier point, c'est que ces exercices-là nous permettent des fois, si on a un effectif de 14, ou les 14 qu'on va prendre, ou les 16 qu'on va prendre la semaine, ben, tout le monde est impliqué dans le jeu ou dans la situation. Parce qu'on part sur une situation au début,
avec des ballons qui partent toujours du gardien. Quand on voit qu'on commence à maîtriser la situation, quand on arrive à sortir les enchaînements, là, on passe à un jeu où des deux côtés, ils ont des consignes, il faut marquer des buts, etc., pour laisser jouer et faire ressortir ce qui a été travaillé en situation. C'est ça. Non, exact. Donc, bon exercice qu'on peut appliquer, comme tu l'as dit, dans différentes catégories. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est avant d'en arriver à ça, il y a d'autres choses à faire dans les jeunes. C'est déjà maîtriser les contrôles des passes, hein, le B.A.B.A., toute la base. B.A.B.A. Déjà, quand ils maîtrisent les contrôles des passes, ça aide à ce que les joueurs qui sont en train de faire du jeu, parce qu'on le voit assez souvent, maintenant, tout le monde veut faire du Manchester City, du Barcelone, à faire des relances très, très basses. Sauf qu'avant de faire ça, on est d'accord, maîtrisons d'abord les passes, les contrôles et les mouvements, les déplacements en fonction de l'adversaire. Donc, c'est le B.A.B.A., c'est les bases. Et après, bien sûr, on aboutit à des pressings comme tu veux faire et qu'on applique à son équipe. Voilà. C'est un bon exercice, ou en tous les cas, c'est des choses à faire et à travailler, à retravailler. Imed, qu'est-ce que tu en penses? En fait, tout est lié au projet de jeu. Le projet de jeu, la philosophie de l'entraîneur aussi. Donc, on est, on va dire, sur un football de plus en plus vertical. Donc, faire de la conservation pour faire de la conservation. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes parce que le Barça c'est une école, c'est des gens qui ont grandi ensemble. L'équipe qui est championne d'Europe 2008 ou 2009, il y a 9 joueurs formés au club qui ont joué ensemble pendant des années. On le voit, donc le jeu de possession, il est important. Après, ça dépend où vous avez le ballon. Parce qu'avoir une possession basse, ça n'a pas grand intérêt. Et pour avoir une possession haute, ça demande beaucoup de synchronisation, beaucoup de compatibilité aussi entre les joueurs, parce que c'est important aussi que les joueurs soient compatibles dans le projet. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce type de situation, c'est à travailler pour les coachs, je dirais surtout en formation, surtout sur des catégories 17, 19. C'est important. Chez les seniors, ça paraît évident. Moi, ce que je dis souvent aux éducateurs, par contre, à la préfo, c'est surtout de travailler les bases. Voilà, parce que les bases, c'est ce qui vont vous permettre plus tard, sur ce genre de pressing, d'être vraiment à l'aise et de sortir les ballons sous pression. Après, on peut aussi avoir plein de jeux, plein de situations, plein d'exos à l'entraînement, de travailler sa conservation sous pression avec plein d'outils différents. Il y a une multitude d'outils. C'est que voilà, il y a plus qu'à l'éducateur mettre en place. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ces situations-là parce que ça permet, ce qu'il nous a proposé Abdullah, ça permet de travailler une réversibilité, c'est-à-dire votre équipe sur le plan défensif de ressortir les ballons courts, votre bloc offensif de presser, avoir les différents starters pour pouvoir justement synchroniser un peu cette récupération du ballon. Et à l'inverse, travailler sur votre bloc et des renversements, trouver des relais. Et c'est assez intéressant. Donc voilà, donc les éducateurs, ils n'hésitent pas à poser des questions, qu'on puisse leur répondre aussi du mieux qu'on peut et d'essayer d'échanger parce que on se nourrit aussi beaucoup d'échanges sur coach adjoint parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs qui posent des questions très pertinentes et ça crée de l'échange et ça crée aussi un certain questionnement même chez nous qui pratiquons depuis un petit moment. Et juste une dernière chose, c'est que souvent, sur ces situations-là, quand on les fait, on montre que l'ailier gauche, quand l'arrière droit il a le ballon, il est impliqué dans l'action. Parce que déséquilibrer une équipe, c'est l'implication de tout le monde. Ce n'est pas juste parce que l'arrière droit il a le ballon. Donc, le fait de le faire, on va créer des mouvements. C'est des solutions que les autres vont apporter au porteur du ballon qui est sous pressing. Et de là, c'est l'éveil. Le joueur, il est éveillé tout le temps sur ces situations de jeu-là. C'est très bien. Après, on peut finaliser par le côté, une fois qu'on leur a démontré, appris des choses comme ça, c'est de le filmer pendant les matchs ou de leur montrer des exemples et ils comprennent encore plus. Et surtout quand ils le ratent ou quand ils font des réussites. Avec la vidéo, l'avantage, c'est que tu peux vraiment souligner le joueur, comme tu dis, à l'opposé, qui dormait et on a conscience qu'il fallait qu'il soit lui aussi en mouvement ou dans la compréhension, tout ça.
Ouais. En tous les cas, Abdou, encore une fois, un réel plaisir de recevoir des Le entraîneurs. plaisir est partagé. Et encore une fois, un bon plaisir d'échange et puis de comprendre que, comme tu l'as dit et comme on l'a dit, c'est déjà la passion. Passion C'est clair. et application, le temps. On sent bien que tu maîtrises ton sujet, donc ça, c'est bien. Et donc, voilà, très content de t'avoir reçu dans l'émission. Et puis, Merci on beaucoup. la réussite continue comme ça avec Sedan, retrouver le cœur de Sedan et les sangliers, et puis il ira bien. Un retour au haut niveau plutôt. Je l'espère de tout cœur. Merci, merci à vous. Merci, Imed. Merci, À merci bientôt, Philippe. Abdou, hein. De toute façon, À bientôt, je l'espère. bientôt, je viens chez vous en championnat. Donc, D'accord. L'occasion de vous rencontrer. Merci, prenez soin de vous. Au Les revoir, gars, ciao. bonne soirée. merci, Merci. bonne soirée. Salut, salut.